il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, la mondialisation fait-elle le jeu de la criminalité ? Et à mes côtés pour en parler, Xavier Hofer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vous connaît bien sur TV Liberté, mais aujourd'hui vous venez nous présenter un nouvel ouvrage, Le crime mondialisé, état des lieux en 99 vérités. C'est publié aux éditions du CERF. Alors pour commencer, Xavier Hofer, on se rappelle d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires de la droite qui parlait d'une mondialisation heureuse. C'est d'ailleurs un thème que vous reprenez notamment dans la préface de l'ouvrage qui est avec Alain Bauer. Finalement, vous nous présentez une toute autre facette. Oui, on parle ici de la face obscure, de la face noire de la mondialisation. Et c'est une face obscure qui s'est réalisée beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que l'autre. Alors, le pauvre Juppé, il ne devait pas avoir conscience de ça, mais en réalité, vous avez, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, une accélération formidable de l'espèce de tourbillon planétaire criminel et qui pose des problèmes toujours plus graves. Un seul exemple récent, vous avez en Europe, à un moment donné, une quantité X de cocaïne qui arrive pour les besoins des toxicomanes. Il y a sans doute aujourd'hui dans l'Union européenne plus de 4 millions de consommateurs réguliers de cocaïne, donc il faut fournir. Mais depuis une vingtaine d'années, vous avez cette formidable accélération des livraisons de cocaïne. Les derniers chiffres qu'on a date de l'année 2017. Il faut un peu de temps pour compiler les données sur 28 pays de l'Union européenne. Enfin, 28 pays encore maintenant. Et donc là, on a saisi en 2017 dans l'Union européenne 140 tonnes de cocaïne. Ça signifie que comme généralement on en saisit de 10 à 15%, 20% les bonnes années, sans doute dans l'Union européenne, venus d'Amérique latine, donc c'est un phénomène mondialisé. On part d'Amérique latine, on a une escale dans les Caraïbes ou en Afrique et on arrive jusqu'en Europe. Nous avons sans doute de 800 à 900 tonnes, de 800 000 à 900 000 kilos de cocaïne qui ont été livrés dans le cadre de la mondialisation criminelle. Plus, bien entendu, les trafics intercontinentaux d'êtres humains, on voit ça tous les jours, plus les trafics d'armes, plus ceci, plus cela. Donc il y a une mondialisation criminelle qui s'est faite plus vite et plus fort que l'autre. Alors justement, on parle évidemment beaucoup dans le débat politique, dans le débat public, des frontières. Vous dites finalement que les frontières sont de plus en plus nombreuses, qu'on érige des murs, mais finalement, elles ne retiennent en rien la criminalité. Évidemment, puisque les grands organisateurs de sociétés, les grands dirigeants de sociétés criminelles prévoient. Et naturellement, quand ils veulent faire circuler des biens ou des services ou des substances illicites ou illégales d'un bout à l'autre de la planète, ils ne se contentent pas de dire « bon, on va mettre ça dans un bateau, on va aller en Europe et on va tout vendre ». Il y a naturellement des sociétés maintenant
criminels qui existent, qui sont voués, qui sont spécialisés au transport des substances ou des biens illicites, et ces sociétés commerciales, si vous voulez, mais clandestines, les DHL ou les Federal Express ou de la drogue, tous ces gens-là sont responsables sur leur vie des marchandises ou de ce qu'ils transportent. Alors si DHL perd le colis que vous envoyez à votre petite nièce, c'est pas si terrible que ça. Il vous envoie une somme de dédommagement et c'est là. Mais si vous perdez, ou si vous paumez, ou si vous faites piquer 12 tonnes de cocaïne, vous-même et votre famille êtes exécutés sur le champ. Donc ça rigole pas. Et quand une voie A fonctionne, immédiatement, au moment même où elle commence à fonctionner, une voie B est prévue pour qu'au moment où on s'est fait taper sur le... hop, ça puisse continuer, ça puisse repartir. Toujours un coup d'avance. Voilà, exactement. Alors on suppose aussi, évidemment, Xavier Hofer, que l'avènement d'Internet et le développement d'Internet a joué un rôle important aussi dans cette criminalité. Bien sûr, mais ce n'est pas le phénomène principal. Le phénomène principal, songez au monde de la guerre froide. Le monde de la guerre froide, vous avez la moitié de l'Europe qui est fermée de l'autre, vous avez naturellement le mur de Berlin, vous avez des champs de mines, vous avez des champs de barbelés, vous avez 200 divisions blindées, etc. Il est strictement impossible de passer d'Asie, et notamment d'Asie centrale, et donc de l'Afghanistan, et là où le pavot, l'héroïne, etc., vers l'Europe occidentale. Et maintenant, après la disparition des frontières, après la disparition du bloc de l'Est, qui est un bienfait, parce que l'Europe a été réunifiée, mais vous avez la capacité de charger, pour prendre un exemple, un camion avec des carottes et puis cacher en dessous une tonne d'héroïne, et vous pouvez arriver à Amsterdam, et la seule chose que vous trouverez dans l'ex-bloc de l'Est sur votre voie sont des douaniers qui sont très mal payés, des sommes de quelques centaines, même à peine d'euros par mois, et avec lesquels, naturellement, la corruption n'est pas impossible. Donc c'est l'ouverture des frontières physiques, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait simplement pas faire et que maintenant on passe, c'est la mondialisation des échanges, c'est le fait que toutes sortes de routes qui étaient fermées ont été réouvertes, et notamment une des principales, celle qu'on appelle la route des sultans. Il y a une route qui est connue, c'est la route des Balkans, c'est-à-dire l'Asie, la péninsule balkanique, la Turquie, la péninsule balkanique et l'Europe occidentale. Mais la route des sultans qui part de Chine, l'ancienne route de la soie, et qui traverse l'Asie centrale et qui arrive à la mer Noire avec l'électronique bas de gamme, les contrefaçons, avec de la drogue, avec les femmes prostituées du port de la mer Noire, les Moldaves, etc. Et tout ça descend vers les Balkans, puis vers l'Italie, puis vers l'Europe. Vous avez des routes de transit criminel immenses à travers ce monde. Alors ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on est dans une société où on nous parle sans arrêt d'humanisme, on nous parle d'accueil des migrants, et finalement, vous expliquez dans ce livre que le trafic d'êtres humains, c'est un trafic parmi les plus importants, parmi les business les plus importants du crime, et on a l'impression que les autorités restent stoïques, on n'a pas l'impression qu'il y a une mobilisation outre mesure. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'est, les gangs, les bandes, les sociétés criminelles qui se chargent d'acheminer les migrants africains depuis le Burkina Faso, depuis le Nigeria, depuis toute la zone de l'Afrique, du bord du golfe de Guinée jusque vers l'Europe, ces sociétés-là africaines sont si dangereuses, si riches maintenant, si cruelles, et leurs capacités de corruption sont si immenses que vous avez, par exemple en Italie, on a chargé les unités les plus secrètes de l'antimafia de les cibler et de voir si c'était pas possible de les démanteler. Ce sont maintenant des sociétés criminelles de premier rang, de premier niveau, notamment celles qui sont issues du Nigeria. Alors imaginez un peu le continent africain, voyez les milliers de kilomètres qu'il y a entre la zone où on séduit des malheureux en leur parlant de refaire leur vie en Europe, de tout ce qu'ils vont trouver comme travail, des opportunités immenses qui s'offriront à eux, opportunités la plupart du temps inexistantes et fictives, et après ça, il faut les mettre dans des camions, dans des autobus, il faut traverser le désert, il faut des dépôts d'essence, il faut des dépôts d'eau, il faut des dépôts de nourriture. Après ça, on arrive en Libye, et à partir de ce moment-là, certains de ces individus migrants sont réduits en esclavage, pur et simple, esclavage,
comme aux États-Unis au XVIIIe siècle. L'esclave est acheté, le prix moyen est de $200, et après ça, il va bosser dans les champs, comme dans les plantations de coton au sud des États-Unis en 1830. Hein. Donc c'est quelque chose qui est criminel, de but en blanc. Et là, on voit bien qu'on est à l'échelle continentale, puisque vous parlez de l'Afrique. Finalement, ce ne sont pas des Africains qui sont ensuite importés en Europe pour être réduits en esclavage. Ils sont bien réduits en esclavage sur leur territoire. Une partie d'entre eux, et disons ceux qui méritent, de par leur valeur ou de par l'usage qu'on veut en faire, d'être, si j'ose dire, exportés en Europe. Alors on a vu que la route italienne était maintenant fermée, hop, ils se sont rabattus tout de suite sur la route marocaine et puis espagnole. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont des capacités de corruption immenses. Hein. Puis en plus, ils peuvent donner, entre guillemets, des prostituées pour faire joujou aux douaniers qui sont sur le chemin, etc. Donc ils ont toutes sortes de capacités tournant autour du sexe et de l'argent pour corrompre des individus sur la route. Et vous avez comme ça des gens qui arrivent, et notamment les femmes qui jusqu'à une date récente, les femmes africaines qui arrivaient transportées par vous savez, les bateaux qu'on a tous vus à la télévision dans le sud de l'Italie. Elles allaient dans des camps de dépôt où on essayait de les identifier, de les soigner, de voir ce qu'on allait après ça, comment les répartir. Et là, il y a les macros, les proxénètes qui viennent et qui les prélèvent dans les camps en question et qui les mettent au travail. Récemment, enfin en 2018, il y a eu un gang africain qui a été capturé à Marseille, et il avait acheté comme ça des filles dans les camps du sud de l'Italie. Voilà. Alors c'est ça le... Donc des camps gérés par les autorités du pays. Mais non, les autorités, elles sont à l'extérieur, mais à l'intérieur de ces camps, c'est les bandes criminelles qui font la loi. Même chose en Allemagne. Alors, vous parlez également de cette prostitution. Vous dites quelque part qu'elle est aussi favorisée par l'avènement de la pornographie et le développement de la pornographie en accès libre quelque part. Alors, bien entendu, à partir du moment... Vous savez, c'est pas uniquement dans le cas de la prostitution, mais c'est en partie les jeunes gens qui ont été combattre en Syrie et puis en Irak. Pour eux, la guerre, c'était les jeux vidéo, c'était comme sur les écrans, sauf qu'à la fin de la partie, on peut recommencer la partie et puis en disant on arrête et puis je recommencerai une autre fois. La guerre, c'est du vrai sang et on meurt vraiment. Donc pareil, maintenant que les gens voient sur des écrans de leur ordinateur ou des fois de leur télévision, des gens s'adonner à des jeux sexuels à longueur de journée sans aucune espèce de barrière ni d'interdiction, eh bien, quand ils vont dans la rue, ils ont envie d'en faire autant. Alors, il faut maintenant dépenser un peu d'argent pour acheter un jeu vidéo, pour avoir des rapports avec une fille ou avec un garçon, pareil, quoi. Donc ça leur paraît être un mode de consommation normal. Et bien entendu, ça rend la vie des malheureuses et des malheureux, enfin c'est 82% de femmes, c'est l'immense majorité des femmes, encore plus difficile parce qu'elles sont devenues des objets de consommation. Alors vous expliquez aussi, on va revenir rapidement sur l'aspect de l'immigration clandestine, vous expliquez aussi dans cet ouvrage que parmi les mineurs isolés de cette immigration clandestine, on se rend compte que finalement le pourcentage de mineurs est très faible. Et on voit bien que finalement c'est aussi une technique qui fait partie de ce trafic, puisque il semble que les migrants ont instruction de dire ensuite qu'ils sont mineurs, même s'ils ne le sont pas. Évidemment, entre 40 et 80% des soi-disant mineurs étrangers isolés ne sont ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'ils agissent en meute, ils sont toujours en bande comme ça, et donc ils ne sont pas isolés tant que ça, et deuxièmement, ils ne sont pas mineurs. Il y a des scènes absolument pathétiques qui ont été montrées à la télévision suédoise, où une famille suédoise d'origine avait chez elle un individu qui prétendait avoir 14 ans et qui manifestement en avait 35 ou 40, et elle disait oui, on va envoyer le petit au lycée, etc. Et donc le journaliste disait mais vous êtes sûr? Oui, c'est notre enfant, il n'y a aucun problème. Et donc vous avez des gens qui sont victimes d'une espèce d'hallucination collective ou tellement foudroyé, massacré intellectuellement par le politiquement correct, un enfant de 4 ans serait rendu compte que c'était pas du tout un lycéen ou un collégien africain ou autre, ou afghan qu'ils avaient en face d'eux, mais un adulte en bonne et due forme. Et voilà. Et donc un médecin, un dentiste en Suède qui était chargé de vérifier l'âge des individus par les dents de sagesse.
il dit entre 60 et 80% de faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a 60 à 80% d'adultes. Alors, vous avez en Afrique des gens parfaitement cyniques qui disent tiens, Arsène, on va prendre un prénom qui fâche pas, t'as quel âge? J'ai 37 ans. Bon, allez hop, on dit que t'en as 14 et puis on t'envoie sur le bateau, etc. Et arrivé sur place, vous avez des gens qui, un peu de bon sens, comme le dentiste en question, et voilà, qui disent mais enfin monsieur, vous êtes bien sûr? Et l'autre répond ouais, mais raciste, etc. Et donc tout le monde panique, et puis voilà. Donc vous avez non seulement ces faux adolescents, en France il y en a, à Paris dans le 18e, dans le 19e, etc. Et en plus, quand on les arrête après ça, beaucoup de magistrats les libèrent en disant les pauvres, ils ont tellement souffert. Alors ils ont une espèce de difficulté à concevoir vraiment leur âge réel, et il faut les accepter, et donc autrement on n'a pas de cœur, autrement on est insensible, etc. Voilà comment l'arnaque en question se déroule. Alors les individus en question sont très dangereux, et à l'heure actuelle il y a beaucoup de cas d'agression, notamment dans la partie de l'Est, à l'Est de Paris ou au nord de Paris, du fait de ces soi-disant adolescents étrangers, mineurs étrangers isolés. Vous savez, c'est l'aphorisme du philosophe allemand Lichtenberg sur le couteau sans lame à qui on a retiré le manche. Et bien là, c'est à peu près pareil. Vous avez des gens qui sont ni mineurs ni isolés et qu'on nous fait passer pour tels et qu'on accepte pour tels, souvent, et surtout dans les pays nordiques, par une sorte d'aveuglement collectif. Alors justement, cet aveuglement collectif, il peut évidemment engendrer de très grands risques pour le pays, parce que là, on parle des mineurs isolés, mais on a vu également des terroristes revenir par les biais de l'immigration clandestine. Bien entendu, à partir du moment où vous installez un tuyau illicite, le tuyau en question, ben, c'est pas du métal et c'est pas le tuyau du poêle, hein, mais c'est une espèce de route clandestine dans laquelle on fait tout passer. Dans un sens, on fait passer les migrants clandestins, la drogue, les armes, éventuellement un terroriste, et dans l'autre, on fait passer l'argent ou éventuellement d'autres sortes de drogues fabriquées en Europe. Par exemple, les amphétamines, l'ecstasy, etc., les drogues chimiques qui sont souvent fabriquées aux Pays-Bas, elles descendent la route des Balkans, et ce qui remonte la route des Balkans, c'est des armes, des migrants clandestins, etc. Donc vous avez un tuyau qui marche dans les deux sens, et tout y passe. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la frontière est très poreuse entre les différents types de criminalité. On sait par exemple que le terrorisme est en grande partie alimenté par le trafic de drogue. Alors, c'est beaucoup plus vaste que ça, même. Vous avez raison, mais c'est encore plus large que ça. D'abord, les malfaiteurs, les bandits, les gangsters, appelez-les comme vous voulez, ils n'ont pas de métier. Vous avez un métier, moi j'en ai un, mais le monde criminel n'a pas de distinction professionnelle. Vous avez des individus qui sont des opportunistes, c'est-à-dire qui détectent un trafic intéressant et ils se branchent dessus, et des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils le font dans un mode où ils avalent, ils mangent, ils dévorent ce qui leur tombe sous la main, et puis après ça ils changent. Donc c'est un monde de prédateurs opportunistes. Vous avez des individus qui vivent dans un quartier, alors ils donnent des petits billets de 10 euros, 20 euros aux gamins en disant si tu vois un truc intéressant, tu me le dis. Dès qu'ils ont trouvé une opportunité, hop, ils saisissent dessus. C'est la jungle. Et dans la jungle, ben, vous avez des fauves qui rôdent autour du troupeau de zébus. Quand un zébu est affaibli ou blessé, ben, il lui saute dessus et il le mange. Voilà, le monde criminel fonctionne comme ça. Si demain, le trafic d'êtres humains rapporte plus d'argent que le trafic de drogue ou le trafic de déchets toxiques ou quoi que ce soit, voilà. D'autant plus qu'on est dans un monde de hors-la-loi, ce sont des gens qui sont en dehors de la loi, donc quand vous voulez changer de métier criminel, vous n'êtes pas obligé de faire un papier, de l'envoyer au greffe du tribunal de commerce ou où que ce soit, il suffit de le décider. Si vous avez dans la rue d'à côté, là, vous avez un monsieur qui a un bistrot, s'il veut ouvrir demain une épicerie, il en a pour 6 mois de paperasse, et là vous décidez de changer de trafic criminel. La seule chose, le seul risque, c'est de trouver sur votre route des individus qui sont déjà sur votre nouveau job et qui risquent de vous tuer, quoi. C'est le seul risque. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun risque juridique, si vous voulez. Donc ça va très vite. Il y a un autre pan qui est très intéressant, que vous reprenez à plusieurs reprises dans ce livre, c'est le trafic d'armes légères. Comment expliquez-vous que ces armes peuvent arriver dans la clandestinité? Comment ça se passe en fait, ce trafic? Alors, d'une part, les armes en question, elles sont très robustes. Il faut savoir de quoi on parle. On parle de fusils d'assaut, comme le célèbre Kalachnikov, on parle d'armes de poing, comme les revolvers, on parle éventuellement de fusils, on parle de mines, on parle de grenades.
tous ces objets militaires-là sont très robustes et peuvent, comment dire, durer des décennies. Le célèbre Colt 45, je crois qu'il a été inventé en 1912. Et il y en a encore, sans doute, qui ont 40 ans, 50 ans, un siècle derrière eux et qui fonctionnent toujours. Donc c'est très robuste. C'est fait pour être robuste parce que c'est fait pour faire la guerre. Et la guerre, il y a de la boue, il y a de la poussière, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on ne peut pas travailler avec des outils fragiles. Alors d'abord, c'est résistant. Et ensuite, une fois qu'elles ont été vendues, songez à toutes les armes russes qui sont parties dans toutes les guérillas du tiers-monde pendant la guerre froide, les armes soviétiques. Songez à toutes les armes américaines qui sont parties vers les gentils pour les Américains, c'est-à-dire ceux qu'ils appelaient les freedom fighters, les combattants de la liberté, les Afghans, etc. Et puis donc, une fois qu'une guerre est finie sur un front, eh ben, elles quittent le front en question, elles vont sur un autre. À la fin des guerres dans les Balkans, quand ils ont fini de s'entretuer entre Serbes, Croates, etc., eh ben, il y a des cargos qui sont arrivés, qui ont rechargé la plupart des armes clandestines ou en Albanie, etc., et puis qui sont partis pour le Moyen-Orient, parce qu'à ce moment-là, il y avait la guerre en Irak et en Syrie. Vous voyez, donc les armes bougent, elles changent. Et comme ces trafics-là sont clandestins, naturellement, c'est très difficile à intercepter. Alors vous mettez pièces détachées de tracteurs sur les caisses, et hop, ça part sur un cargo avec un commandant de bord complice, et puis voilà, c'est fait. Et donc, c'est à la fois très facile, les armes en question sont très robustes, et en plus de ça, elles sont en même temps, et c'est là où est le danger, extrêmement meurtrières. Vous savez qu'on nous parle toujours des morts du terrorisme. Bon, entre 2015 et la fin 2018, en France, il y a eu 300 morts, et, ce qui est affreux, mais pendant ce temps-là, 3 ans, en Afrique, l'effet des armes de guerre légère, c'est un Hiroshima tous les 3 ans. 150 000 morts, 50 000 morts par an, 3 ans égale Hiroshima. Donc 2015-2018, voilà. Pendant qu'il y avait 300 morts en France, il y en avait dans certaines périodes de haute intensité meurtrière, quand il y a des guerres civiles au Congo, des trucs comme ça, on arrive jusqu'à 50 morts par heure de fait de ces armes légères. Il n'y a rien d'autre. Évidemment, on ne peut pas vendre clandestinement des avions de chasse perfectionnés ou des porte-avions. D'abord parce que ça coûte très cher. Je crois qu'au prix catalogue, le prix d'un seul Rafale est de 140 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est pas à la portée de toutes les bourses de tous les chefs de guérilla. Et puis deuxièmement, parce que c'est trop sophistiqué. Mais les armes légères, vous avez vu Hutu et Tutsi pendant les grands massacres à coups de machette, hein, donc des armes simples. Et donc c'est très dangereux. Et vous remarquerez vous-même qu'on ne parle pratiquement jamais de ces trafics d'armes légères en Afrique, bien que ça fasse 100 fois, 1000 fois plus de morts que le terrorisme. Donc c'est trafics intercontinentaux. Les armes vont et viennent selon les champs de bataille, quoi, où on en a besoin. Elles sont revendues par des vendeurs d'occasion, si vous voulez, qui sont généralement issus de pays un peu zarbis, comme la Moldavie ou la Biélorussie, ou des trucs comme ça, où il y a des intermédiaires, et qui vous vendent ça sans problème. Et c'est facilité, naturellement, par les services de renseignement, en fonction de la cause qu'ils soutiennent. Et à l'arrivée, ces armes, elles deviennent quoi finalement? Est-ce qu'elles sont systématiquement redirigées vers des opérations terroristes, ou au contraire, est-ce qu'elles vont tout simplement, dans leur grande majorité, dans la criminalité, j'allais dire, plus conventionnelle? Oui, mais ça c'est peu, parce que la criminalité des cités, si vous voulez, vous voyez, de temps en temps on dit, ben voilà, encore très récemment, il y a eu des rafales de Kalachnikov qui ont été tirées du côté de Toulon. Bon, ça fait 1 ou 2 calages par bande, ça fait peu de choses. Ça n'est pas. Ce qui est inquiétant, c'est que récemment on a trouvé des lance-roquettes. Voilà. 2 ou 3 lance-roquettes dans la région parisienne, parfaitement préservées. Et un lance-roquette, c'est une arme terrible, quoi. Vous vous mettez sur la voie de chemin de fer, vous tirez un TGV avec une roquette et vous avez 500 morts. Parce que le TGV va très vite, donc il déraille et puis tout le monde est tué, plus du fait de l'effet de la roquette que du fait du déraillement que du fait de la roquette. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des armes quand même très dangereuses. Mais au fond, c'est peu de choses. Ce qui est important, c'est ce qui circule au sud du monde, dans les derniers maquis et guérillas d'Amérique latine, dans les endroits où la criminalité a atteint un tel niveau qu'elles constituent des sortes d'armées criminelles qui ont beaucoup besoin d'armes, comme au Mexique ou au Brésil, par exemple. Et donc ça, voilà, vous avez des gros stocks d'armes qui font de gros dégâts. Autrement, eh bien, en Europe, alors on a fait la sottise, quoi, de détruire complètement la Libye. Kadhafi était un paranoïaque total qui avait constitué des stocks d'armes de partout, et là-dedans il y avait des armes qui sont inexploitables par les bandits ou les guérillas
qui sont des fusées solaires ou alors des chars d'assaut lourds, mais il y en a des centaines qui sont à disposition en Libye. En revanche, toutes les armes légères circulent beaucoup, plus celles héritées, si on peut dire, de la guerre des Balkans. Alors ça coûte pas très cher. Dans les Balkans, les meilleurs Kalachnikov, c'est les copies chinoises, qui sont très robustes et de très bonne qualité. Et une copie chinoise de Kalash au fin fond de l'Albanie, vous l'achetez pour 300-400 $, quoi. Donc ça peut, des bandits en Europe peuvent s'offrir ça. Ils ont l'argent du trafic de la drogue ou du trafic d'êtres humains, ils peuvent s'offrir ça sans problème. Voilà. Et donc comme on a dans l'Union européenne l'insécurité qui provient du fait que ces frontières de l'Union européenne sont très poreuses. On a 500 millions d'habitants et il y a les services de frontières de l'Union européenne, c'est quelques milliers de personnes, quoi. On n'est même pas au début du commencement du besoin réel de sécuriser les frontières. Alors il y a un élément aussi qui m'a intéressé, c'est que vous rappelez que finalement le terrorisme islamiste, c'est 80% dans les territoires musulmans ou partiellement musulmans. C'est vrai qu'on a tendance, c'est un tropisme et c'est bien naturel, vous l'avez rappelé, plus de 300 morts en France pour les attentats sur notre sol, mais finalement c'est un mal, des mots qui avant tout frappent les territoires musulmans. Bien sûr, quand le groupe islamique armé pose une bombe sur un marché à Alger, ou quand des groupes terroristes, l'État islamique ou autre, fait pareil à Bagdad, il a peu de chances de tuer des mormons, hein, évidemment. Donc une grande partie du terrorisme vise à impressionner et à terrifier et à conduire dans une direction où on a envie, mais ceux qui sont à votre portée. Et évidemment, la plupart du temps, les terroristes islamites, 8 ou 9 fois sur 10, opèrent sur des territoires qui étaient à l'origine musulmans. L'Afghanistan, pour les guérillas anti-soviétiques, devenues après ça anti-américaines, ils ne sont pas pro-soviétiques ou pro-américains ou anti-soviétiques, ils sont anti-invasion, quoi. Ils veulent être tranquilles chez eux, et donc chaque fois que quelqu'un les envahit, le piège se referme sur lui, et puis il finit par comprendre sa douleur, mais c'est généralement... Alors, pour l'instant, c'est long en Afghanistan. Ça fait 18 ans, bientôt 19, que les Américains y sont, et à vrai dire, hormis le précédent de la guerre de 30 ans, 1618-1648, on n'a jamais vu une guerre aussi longue. On rendez compte, 18 ans. D'ordinaire, les guerres s'achèvent au bout de 4-5 ans, parce que plus personne n'a de fric. Les gens sont épuisés, exsangues, l'industrie est en panne, il n'y a plus de réserve, alors on trouve un accommodement, ou alors un des deux adversaires s'effondre et puis on fait un armistice ou un traité de paix. Mais là, ce n'est pas le cas. Des guerres de 18 ou 20 ans. C'est incroyable. D'autant plus incroyable qu'il y a quand même un décalage de puissance entre les deux forces. Oui, mais il y a le pouvoir égalisateur du territoire et de la guérilla, etc. Vous savez, vous pouvez être aussi fort que vous voulez. Dieu sait, on m'a dit, il y a bien longtemps, quand j'étais sur place, dans la vallée de Peshawar et puis à la frontière afghane, que les Américains avaient des missiles extrêmement sophistiqués qui détectaient la chaleur et puis qui tapaient les moudjahidines qui étaient cachés dans les grottes, etc. Sauf que les moudjahidines repéraient un endroit où il y avait 2 grottes l'une à côté de l'autre. Dans une grotte, ils mettaient des moutons. Et puis, ils se mettaient dans la grotte à côté, mais devant l'entrée de la grotte, ils mettaient des couvertures mouillées qui rafraîchissent l'air. Et donc, invinciblement, le missile de croisière qui devait coûter 12 millions de dollars, le missile, allait taper les moutons, et puis les types dormaient à côté parfaitement tranquilles. Vous voyez que des fois, il suffit peu de choses dans le low-tech, hein, dans la basse technologie, et que dans ces guérillas, l'imagination des combattants, et puis les trucs qu'ils trouvent, et puis leur façon d'agir sur des territoires qu'ils connaissent de manière séculaire, rétablit l'équilibre. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement officiel à Kaboul, en Afghanistan, soutenu par les Américains, contrôle toujours moins de 50% du territoire, et ça fait 20 ans que les talibans et autres contrôlent une petite moitié, 55 ou 60% du territoire. Vous voyez, ça n'y a rien changé en 18 ans. Alors toujours est-il que dans cette mondialisation du crime, on a toujours l'impression que les autorités sont toujours incapables de juguler, d'endiguer cette crise. Et alors moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que vous expliquez que 10% des médicaments qui sont en vente, enfin qui sont disponibles sur le marché, sont des contrefaçons. Et c'est vrai que la santé, on se dit que là, c'est au moins un secteur qui est totalement préservé, du moins par les autorités. Et là non plus, on se trompe. Alors,
sur certains continents, l'Afrique par exemple, mais une partie de l'Amérique latine, une partie de l'Asie, du Sud, du Sud-Ouest notamment, les faux médicaments, c'est pratiquement la moitié du stock total. Ce sont deux sortes de faux médicaments, des médicaments sous-dosés, à savoir qu'il devrait y avoir 1 gramme de poudre de perlimpinpin dans le médicament, il y en a 0,2 grammes, ou alors simplement du plâtre dans des cachets ou rien du tout. Ce qui fait que vous croyez protégé. Le cas de la malaria ici est caractéristique. Les gens prennent des médicaments antipaludéens et puis ils meurent parce que il n'y a rien dans les médicaments. Le principe actif est tout simplement absent. Alors ça, chez nous, c'est 10%, mais il faut comprendre ce qui se passe. En Europe, désormais, vous avez des secteurs qui sont une très forte concentration de gens issus des pays du Sud ou des pays d'Asie ou des pays d'Afrique, ou moins en Europe en tout cas, mais des pays d'Amérique latine. Ces gens-là sont plus en contact avec leur propre diaspora, qui fait des allers et retours, qu'avec la population de la ville d'à côté, qui, elle, est d'origine. Donc vous avez un commerce illicite qui s'est instauré, qu'on appelle en anglais poor to poor, le commerce de pauvre à pauvre. Donc vous avez des espèces de marchés de faux médicaments, d'électronique bas de gamme, avec des téléphones portables qui coûtent 40 € au lieu d'en coûter 400, etc. Et tout ça circule d'un endroit, ressortissant, entre guillemets, voilà, d'un ressortissant, grâce à des individus qui sont des sortes de colporteurs qui viennent d'Afrique en Europe et qui circulent après ça de ville en ville par les transports généralement, et qui sont absolument pas repérés parce que ce ne sont pas des migrants clandestins, ce sont des gens qui respectent les règles, ils ont un visa et ils n'outrepassent pas le visa de 3 mois. Donc ils font un séjour et ils vendent ce qu'ils ont et puis ils repartent après, et donc ils sont absolument pas repérés. Donc les 10% de faux médicaments en Europe, dans l'Union européenne, ne sont pas répartis partout dans toute la population. Par exemple, on sort d'ici, on va à la pharmacie, elle aura de vrais médicaments. Mais dans des zones où on vend en douce des médicaments qu'on a achetés moins cher, etc., il y a beaucoup de chances qu'on ait des médicaments sous-dosés ou faux. Et naturellement, c'est terrible pour la santé. Et ça prouve que dans les problèmes de zones hors contrôle, vous savez, la politique de la ville, j'en parle souvent, avec des zones qui sont complètement hors contrôle, il n'y a pas que le péril des petits voyous et des racailles, il n'y a pas que le péril donc des bandes qui opèrent, il n'y a pas que le péril des trafics de drogue, il y a aussi la contrefaçon de masse, les faux médicaments, etc. Et naturellement, se branchant là-dessus, parce que si un clandestin arrive et se cache dans un de ces quartiers-là, et qu'il est malade, et que ça n'a pas été dépisté parce qu'il est rentré clandestinement, vous pouvez avoir de graves problèmes de santé publique. Donc c'est une gravité tous azimuts dans ces quartiers-là. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, parfois les Français sont un peu abrutis, j'allais dire, par la bien-pensance et la doxa des médias. Ce livre, vous l'avez enrichi à chaque page de nombreux chiffres. On a le sentiment que c'était un peu votre volonté, prouvée par le chiffre pour que ce soit irréfutable et montrer la réalité des choses, la réalité du crime aujourd'hui. Mais on y est contraint. Vous savez qu'au départ, quand la presse s'est digitalisée, quand elle est devenue aujourd'hui essentiellement électronique, il y a encore des journaux en papier, mais pour combien de temps, hein? Donc c'est maintenant le tablette, le téléphone portable, l'ordinateur qui servent à s'informer. Il y a eu une instantanéité qui s'est faite, qui a permis le contrôle des informations. Quand vous lisez dans un journal, il y a 3% de ceci ou de cela, le temps que vous envoyez une lettre au directeur du journal en disant « Monsieur, vous êtes bien sûr » et qui vérifie et qui vous répond, ça ne marche pas, quoi. Tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout, etc. Donc là, c'est instantané, donc ça peut se faire. Et donc, là où ça avait débuté, c'est-à-dire en Californie d'abord, dans le reste des États-Unis, et puis maintenant chez nous et partout dans le monde, vous avez des catégories de journalistes qui se sont créées pour vérifier les faits, en anglais, les fact-checkers. Hein, voilà. Alors, en France, naturellement, comme la presse appartient à 2 milliardaires qui sont dans la lignée de Soros-Davos, hein, M. Niel et M. Drahi, bien entendu, les journalistes qui sont au service de cette cause-là, parce qu'ils militent pour une cause, ce ne sont pas des gens qui veulent vous informer, en fait. Les gens qui militent comme M. Juppé pour la mondialisation heureuse, eh bien, ils ont tourné le fact-checking à leur avantage, à savoir que, par une amusante coïncidence, ceux qu'ils aiment, eh bien, il n'y a pas de problème, et ceux qu'ils n'aiment pas, ils font que des fake news et des fausses informations. Donc nous, criminologues,
qui passons notre temps à dire « ça n'est pas comme vous pensez, regardez la réalité des choses », nous avons dû nous protéger contre ça. Et donc, de manière un peu taquine, hein, parce que c'est mon caractère, j'ai fait une énorme base de données criminologique. Et donc, chaque fois que j'écris un article dans un journal, à la fin, je mets « pstou, les fact-checkers, vous pouvez vérifier, etc. » Et donc, on a récolté énormément de faits. Alors, le livre en question, pourquoi il est intéressant? Là, j'avais de quoi faire 12 volumes avec la base de données criminologique. Mais Voltaire a dit ça en un superbe alexandrin, qui est « le secret d'ennuyer est celui de tout dire ». Donc, on n'a pas tenté de tout dire sur tout. Et le patron des éditions du Cerf a dit « waouh, c'est grandiose, et voilà ce qu'on va faire. On va confier à une équipe de jeunes rédacteurs d'une trentaine d'années le soin de repérer dans toute l'énorme base de données ce qui, eux, les étonne, ce qu'on appelle l'effet waouh, quoi. Ah bon? Ah ben il y a tant, ça coûte tant la cocaïne. Et donc ça n'est pas toute la base de données, c'est passé par le filtre de cerveau de gens jeunes, et donc de la nouvelle génération, et c'est ce qui les intéresse eux, ce qui les a surpris, ce qui les a choqués, ce qui les a étonnés, en disant mais c'est pas possible. Et donc si, on leur a donné les chiffres et tout, mais bien entendu, à la fin du livre, vous avez une adresse mail où vous pouvez vérifier tout, et on répond aux gens qui nous écrivent sur la véracité, et comme ça on squeeze un peu nos amis fact-checkers du Monde et de Libé. Une toute dernière question, Xavier Hofer. Dans ce monde où justement tout le monde jure par la mondialisation, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui endiguer progressivement, évidemment pas complètement, la criminalité avec une véritable volonté politique? Alors, c'est pas bien parti. Hein. À l'instant, le désespoir absolu dans l'éternité, c'est idiot, ça n'existe pas. Mais pour l'instant, c'est pas mal parti. Et je vais vous dire un chiffre. Il n'y a pas un pays au monde qui est, parce qu'il est fondé sur l'argent, parce qu'il rêve qu'à l'argent, parce que son outil de travail c'est l'argent, les États-Unis d'Amérique, aucun autre pays n'a mené aussi loin, aussi fort, aussi durement, aussi fermement la lutte contre l'argent sale, contre l'argent noir, contre le blanchiment d'argent. Savez-vous, alors, il y a une Cour des comptes à Washington, comme il y en a une à Paris, qui s'appelle Government Accountability Office, GAO, et donc le GAO a fait une étude. Vous savez combien d'argent criminel, au bout de 20 ans, en ayant des moyens énormes, en ayant collé des types en tôle pour 20 ans pour blanchiment, vous savez combien d'argent criminel ils récupèrent? 0,2%. Voilà. 99 et quelques passent à travers les mailles du filet. Donc du coup, on ne va pas faire exploser les caisses de la France avec l'incarcération de Balkany non plus, alors? Non, je pense que là, il aura fait... Bon, la justice ne se trompe pas, donc il a commis sans doute des méfaits économiques et financiers importants, mais petit bras quand même. C'est pas le plus... Des cartels de la drogue font mieux et avec beaucoup plus de zéros au bout du chèque. Merci beaucoup Xavier Hofer en tout cas. Je rappelle à tous nos téléspectateurs le crime mondialisé, état des lieux en 99 vérités aux éditions du Cerf. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager et de commenter. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.